Bonsoir et bienvenue au Majuscule Propos. Ce soir, on va parler des procès du génocide commis contre les Tutsis en 1994. On va discuter autour de justice, lutte contre l'impunité et combat contre le négationnisme. Je suis avec Maître Janvier Baingana qui est avec nous, membre du conseil d'administration d'Ibuka et président de la commission ayant la justice en attribution. Et on aura des réactions de Maître Sagala Richard qui est à Paris. On va tout d'abord, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Majuscule Propos. Merci, Mandy. Quand on parle de lutte contre l'impunité et combat contre le négationnisme, peut-on faire un bilan 31 ans après? Oui, il y a toujours un bilan. Au fait, ce qui s'est passé, c'est que dans 3 décennies qui viennent de s'écouler, il y a les éléments essentiels qui ont été retenus, il y a le progrès et les avancées significatives qui ont été faits, mais bien entendu, il y a d'autres aspects qui n'est pas encore achevé pour dire ça. Il y a tout un combat à mener, c'est un combat de collectivité de toute la communauté internationale et la communauté rwandaise, bien entendu. Maintenant, quand on parle de tout cela, tout d'abord, pour lutter, ce qui est très courant comme problématique, là maintenant, il y a des menaces, il y a manipulation. Quel est votre point de vue par rapport à la collaboration internationale pour les procès? Voilà, avant les menaces, la collaboration internationale, c'est une collaboration qui a été tentée à plusieurs reprises. Il y a les tenants et les aboutissants, il y a des points forts et des points faibles. On a observé, durant 3 décennies qui viennent de s'écouler, il y a eu des réticences, il y a eu des coopérations, il y a eu des vides posés sur la volonté politique, des incidents et des obstacles diplomatiques et autres. Mais bien entendu, comme je viens de le soulever un tout petit peu, c'est que s'il n'y avait pas eu la coopération internationale, on n'allait pas avoir ce genre de progrès. Donc, il y a des pays qui ont collaboré étroitement, il y a qui n'ont pas collaboré étroitement. C'est ça la vie. Et bien entendu, le génocide, c'est un fléau, c'est un facteur qui suscite des conflits d'intérêts. Il n'y a pas quelque chose de spécial. Il faut tout simplement continuer à lutter, à combattre l'impunité. Il faut profiter des opportunités qui sont là et essayer de chercher des stratégies et des mécanismes pour pouvoir aboutir à l'idéal. C'est quoi l'idéal? L'idéal, c'est que la justice doit être rendue à toutes les victimes du génocide. L'idéal, c'est qu'on doit garder les mémoires des victimes du génocide. L'idéal, c'est que les criminels, donc les auteurs, les complices, les co-auteurs, les instigateurs, les planificateurs, les exacteurs soient punis au sens strict du terme de la justice. Voilà, c'est ça l'idéal, c'est ça que c'est les vivants, les survivants et les victimes, c'est ce qu'ils attendent quand même, c'est ça. Oui. Alors, quand on vous voit, même votre parcours, on sait très bien que la mémoire, vous êtes vraiment actif dans la préservation de la mémoire. Quand on parle de mémoire, par rapport au fait que maintenant vous parlez de menaces, quand vous parlez de menaces, c'est une menace à quel niveau? Quand on parle de menaces de témoins, vous parlez du côté des témoins, du côté des victimes, à quel niveau il y a des menaces? Voilà, il y a des menaces sur tous les niveaux, mais ce qui est essentiel, je vous citerai par exemple, je dois avoir un bout de papier ici à côté, vous permettez que je vous lise. Par exemple, nous prenons un cas illustratif de ce qui s'est passé. 3 décennies. Problème, vous pouvez vous rapprocher pour bien Voilà, ce qui s'est passé par exemple, je vous citerai dans un certain district du pays, nord-est de notre pays, nous avons observé par exemple un vendeur d'alcool. Donc c'est un commerçant, naturellement, qui a besoin
tu as besoin d'avoir des clients, les clients de catégories confondues, toutes les ethnies, toutes les communautés confondues. Mais c'est un vendeur qui a déclaré comme quoi qu'il ne voulait pas que des Tutsis viennent chez lui. Ce n'est pas la première fois qu'il agit ainsi. Voilà, donc c'est un vendeur qui dit qu'il ne veut pas vendre, il peut faire son commerce, mais sans pour autant ne veut pas inclure les Tutsis. Il a tenu de tels propos. Oui, il a tenu des propos. Voilà. Maintenant, il y a un autre camp d'une dame rescapée qui a été menacée. Je citerai ses noms, ce n'est pas nécessaire. Qu'il était allé commémorer le génocide. Il a exprimé son intention d'être tué. Et que, parce qu'il était parti, c'est un mari qui a menacé sa femme, qu'il ne devrait pas aller participer à la commémoration du génocide et qu'il a proféré des menaces de mort. Il y a un autre camp, par exemple, les rêves, donc, qui était en 5e année primaire, qui a déclaré comme quoi ce chien est né long, comme son camarade d'école, sont des Tutsis. Donc, un élève de 5e année primaire qui a à peine 12 ans, 11 ans, qui tenait des propos pareils. 3 décennies plus tard, le génocide a été commis et perpétré contre les Tutsis. Le même élève qui s'est adressé à ses camarades d'école, donc c'est dans un district dans le nord-est de notre pays, qui a dit que qui s'est adressé à ses camarades d'école, Abahutu, bonjour. Et le Tutsi, je m'en fous. Qui a tenu des propos pareils. Nous avons un autre camp, quelqu'un qui a insulté un survivant dans le même district, dans plusieurs secteurs qui composent son district, qui s'est adressé à un survivant du génocide en disant comme quoi, mauvais des Tutsis. Donc, je suis en train d'essayer d'interpréter un tout petit peu, mais sans des camps de menaces qui ont été proférés. Mais partout, un tout petit camp, nous avons par exemple les cas de Tuéli. Ouais. Dans toutes... Si vous permettez, là c'est très intéressant. Alors ça veut dire après une décennie, après 3 décennies donc maintenant, une décennie, 2 et 3, là on est 31 ans après le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. C'était en 1994. Donc aujourd'hui il y a un problème de négationnisme. Alors sur notre plateau ce soir on parle de justice, on parle de procès. On va écouter tout d'abord Maître Gisagala qui s'exprime parce que lui, il est basé à Paris, il suit de près les procès. Il va d'abord s'exprimer parce que par rapport à l'extradition, bien de juger, on va d'abord écouter son extrait et puis on revient pour parler de comment les procès contribuent à la lutte contre le négationnisme. On écoute tout d'abord Maître Gisagala. La question de savoir s'il faut extrader ou juger un criminel se trouvant sur le territoire étranger est un débat qui anime les milieux juridiques depuis plusieurs années. En fait, il s'agit d'un principe qui est dit en latin « aut dedere, aut judicare ». On peut traduire cette locution en français par soit extrader, soit poursuivre. Donc c'est un principe selon lequel un État qui découvre sur son territoire une personne soupçonnée d'avoir commis un crime ou une infraction grave, le génocide bien évidemment, ou le crime contre l'humanité, mais aussi d'autres infractions comme la piraterie, comme le détournement d'avions, comme le terrorisme, ce pays doit soit extrader cette personne vers l'État qui le réclame ou qui est compétent pour le juger, ou alors soit engager lui-même des poursuites judiciaires sur son propre territoire. Donc le but de ce principe est d'éviter que des criminels échappent à toute sanction en trouvant refuge dans un autre pays. Donc on retrouve son principe dans plusieurs conventions internationales. Alors, s'agissant du génocide commis contre les Tutsis, le texte de référence du droit international est la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948. Cette question est abordée par 2 de ces articles, à savoir ces articles 5 et 6. Je vais vous les citer. L'article 5, que je vous le retrouve, l'article 5 indique les parties contractantes s'engagent à prendre, conformément à leur constitution,
respectives les mesures législatives nécessaires pour assurer l'application des dispositions de la présente convention et notamment prévoir des sanctions pénales efficaces frappant les personnes coupables de génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article 3. Donc ça, c'est l'article 16 à 5 de ces dispositions. Il y a aussi l'article 6, donc c'est 2 articles. L'article 6, je vous le cite également, il indique « Les personnes accusées de génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article 3 seront traduits devant les tribunaux compétents dont l'état sur le territoire duquel l'acte a été commis ou devant la Cour criminelle internationale qui sera compétente à l'égard de celles des parties contractantes qui auront reconnu la juridiction. » Pour moi donc, si je me base sur ces 2 articles, il est clair qu'en vertu de l'article 6, en ce qui concerne le crime de génocide, la priorité doit être donnée à l'État où le génocide a été commis lorsque ce pays démontre la volonté de juger les personnes ou démontre également la capacité de le faire, comme c'est le cas du Rwanda actuellement. En deuxième lieu, il revient aux juridictions internationales, telles que le tribunal pénal d'Arusha ou à son degré d'appel qui est situé à La Haye, de juger en deuxième lieu. En troisième lieu, il revient aux États autres de juger si ces 2 échelons que je viens d'indiquer ne veulent pas ou ne peuvent pas le faire. De l'article 5 cite l'article 5 que je viens de citer, leur fait obligation de mettre en place des dispositions légales et les mécanismes qui me permettent de juger. Mais la priorité est que ces criminels soient jugés dans les pays où ils ont commis les crimes. Donc, en d'autres termes, pour moi, s'il faut savoir, d'après la loi internationale, et en l'espèce, c'est la Convention sur la répression du génocide et sur la répression et la prévention du génocide de 1948, si on se base sur l'article 6, sur la question de savoir s'il faut extrader ou juger, en premier lieu, la priorité c'est d'extrader et d'extrader vers le pays qui a demandé à ce que cette personne soit jugée, puisque la priorité doit revenir à ce pays. Voilà, c'est ma réponse par rapport à cette question. Alors, Maître Bayingana, Maître Gisagala vient de s'exprimer à propos de son point de vue sur s'il faut extrader ou bien juger. Tout est bien, mais il vient de partager son avis. Vous venez de nous partager aussi, 31 ans après, ce qui est vraiment vivant, donc les commentaires, les enfants de 12 ans. Alors, quel est votre point de vue quand on fait un bilan? Maintenant, on parle de justice pour voir comment la justice contribue dans la lutte contre l'impunité et le combat contre le négationnisme. Votre point de vue sur extrader ou juger, donc votre appréciation actuellement? L'appréciation actuelle, c'est qu'au fait, brièvement, c'est que le Rwanda, les Rwandais, les victimes du génocide, c'est mon point de vue personnel, ils ont été confisqués, leurs droits et l'accès à la justice. Comme Maître Confrère Gisagala vient de l'invoquer, le génocide, les premières victimes du génocide sont les Rwandais, en premier lieu. En second lieu, c'est la communauté internationale. Et en dernier lieu, ce sont les pays, des pays du monde, je dirais. Alors, nous avons observé qu'après le génocide commis contre les Tutsis, il y a eu des efforts de la communauté internationale, mais ces efforts, certains de ces efforts n'ont pas suffisamment reconnu le Rwanda comme le responsable numéro 1 de juger ses propres citoyens. C'est un principe de droit. Il y a eu beaucoup d'excuses diplomatiques, politiques, juridiques qu'on ne citerait pas ici sur son plateau. Mais au fond, c'est que le Rwanda a été confisqué de leurs droits. Pourquoi? Moi-même, je ne comprends pas ce qui s'est passé. C'est tout simplement, tu sais que les décisions sur le plan international sont des décisions d'ordre politique avec des influences, des géopolitiques. Et parmi les décideurs de ce qui s'est passé, il y avait même ceux qui ont pris part d'une manière ou d'une autre, d'une manière directe ou indirecte, dans le génocide. Donc, il ne faudrait pas, comme les Anglais le disent, over expectation. Mais au fond, c'est que même le Rwanda, c'est un pays de 26 300 et quelques kilomètres carrés. Vous voyez les itinérances.
souvent, quand un crime est commis dans un certain endroit du pays, vous voyez les juges qui partent en itinérance pour aller essayer de juger le crime à un endroit où son crime a été commis. Oui. Voilà. Donc, si nous voyons par exemple que la communauté internationale a jugé bien de chercher le siège du tribunal pénal international pour Rwanda à Arusha, pas pour le Rwanda, je pense que c'est tout à fait juridique, mais ce n'est pas légitime. Oui. C'est juridique, mais ce n'est pas légitime. Si vous voyez par exemple le nombre de procès jugés élandis par les pays sur la compétence sur question de la compétence universelle, c'est bon de les juger, mais c'est le plan C, alors que nous avions le plan B, le plan A, le plan B. Pourquoi arriver à un plan C alors que le plan A, B existait? C'est ça d'ailleurs qui dirige un tout petit peu la rigueur, la teneur du génocide, parce qu'à un moment donné, il y a des affaires qui sont jugées par les gens qui ne sont pas familiers, qui n'ont pas cette sensibilité adéquate, qui n'ont pas de connaissances, qui n'ont pas de lieux. Je penserais que, par exemple, ce que la communauté internationale allait faire, ce que les pays amis pouvaient faire, c'est financer le Rwanda, c'est aider le Rwanda, c'est coopérer avec le Rwanda à juger ses propres citoyens. Alors là, c'est très important ce que vous venez de mentionner. Alors maintenant, on est en train d'évaluer, on est en train de faire une analyse sur le fait que les procès, la justice contribuent à la lutte contre le négationnisme, mais aussi à l'impunité. Donc, lutte contre l'impunité. Parlant du nombre de ceux qui ont été jugés, je propose qu'on écoute le bilan de Maître Gisagala, parce que lui, il est basé en France. Il va nous parler de l'Europe, du monde entier, et surtout le bilan actuel en France, notamment en France. Je propose qu'on écoute et puis on revient pour parler de maintenant ce qui est comme risque ou bien ce qui devrait être fait pour accélérer. Sur la question de savoir où nous en sommes avec les procès liés au génocide commis contre les Tutsis en Europe et en France, ma première réponse est de dire que nous venons de très loin et que nous sommes encore très loin, même si depuis quelques années les choses évoluent positivement. Selon les chiffres à ma connaissance, en Europe, 29 personnes ont été jugées à ce jour dans les procès qui concernent le génocide commis contre les Tutsis. Le pays qui vient en tête, c'est la Belgique, qui, à ma connaissance, a jugé 12 personnes. Puis vient la France, qui a jugé 8 personnes. Après vient la Suède, qui a jugé 3 personnes. Et les Pays-Bas viennent après, ils ont jugé 2 personnes. Et enfin, il y a la Suisse, la Norvège, la Finlande, qui tous ont jugé 1 personne. Donc, en tout, 29 personnes depuis 31 ans. C'est très peu. C'est très peu. C'est très peu, mais il faut se réjouir quand même que les choses commencent à bouger. S'il faut tirer un bilan, il conviendra de dire qu'en mon sens que c'est encourageant, mais qu'il faut redoubler d'efforts, car à ce rythme, peu de gens concernés seront jugés, car la plupart sont aujourd'hui âgés et risquent d'échapper à la justice. 29 personnes, c'est réellement une goutte d'eau dans l'océan, comparé au nombre de personnes qui sont recherchées, même si l'effort qui est fait actuellement est encourageant. Mais il faut redoubler d'efforts et rester vigilant. Alors, Maître Bayingana, pourriez-vous nous partager votre point de vue sur le bilan en Europe, particulièrement en France, comme Maître Gisagala vient de dire? 29. 29, le bilan en Europe, une centaine par le tribunal pénal international pour le Rwanda, 1 million de cas jugés autour par la juridiction Gacaca. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas de chiffres avec moi, mais beaucoup de personnes ont été jugées. Donc, vous voyez par exemple, si vous voyez la performance de la juridiction rwandaise, qui a tous les intérêts à le faire, donc il y a toute une état des intérêts à le faire. Les premières conséquences fâcheuses, c'est le nombre de jugés. Et puis, la deuxième conséquence fâcheuse, c'est la qualité des jugements. La troisième néfaste et fâcheuse,
aux conséquences fâcheuses, c'est la vérité établie dans ce genre de jugement. Donc, comme on le disait, il y a toute une nation qui a été confisquée cette opportunité de juger ses propres citoyens. Et bien entendu, il doit avoir des conséquences néfastes et des effets collatéraux. Là, le cas récent, c'est de François Gassana, qui a été arrêté à Oslo en 2022 à la suite d'une enquête approfondie menée par les services de renseignement de ce pays. Quand on parle alors on est en train de parler de justice. On vient de s'accorder sur le fait que quand le présumé génocidaire est jugé dans le pays où il a commis l'acte, c'est d'abord important parce qu'il y a même... vous avez partagé votre point de vue. Alors maintenant, parce qu'on ne peut pas retourner en arrière, on ne peut même pas ne pas apprécier ce qui se fait parce que c'est très important. Qu'est-ce qui devait être fait maintenant? On parle de 29 qui ont été jugés et Maître Gisagala vient de dire que c'est comme une goutte d'eau dans l'océan. De votre point de vue, qu'est-ce qui devrait être fait maintenant? Je pense que... Il y a un commentaire sur... vous pouvez retourner sur le commentaire de la Norvège. 31 ans après le génocide, il faut changer la mentalité et la façon dont les pays perçoivent les choses. C'est que le Rwanda, c'est un pays exemplaire si tout les prend. Sur le plan judiciaire, sur le plan économique, il y a un développement considérable. Donc, le Rwanda, je dis l'État rwandais, le gouvernement rwandais et les Rwandais, ils ont montré les capacités de travailler à la résilience et prendre le destin dans leurs mains. Je pense qu'il ne faut pas tout simplement aider le Rwanda sur le plan de développement. Ces genres des affaires font que les pays acceptent, continuent à donner cette confiance au Rwanda et aux Rwandais, essayer d'extrader et financer les jugements. C'est mon point de vue. Mais bien entendu, on ne va pas attendre à ce que cette décision soit prise. Il y a même pas mal de chances que cette situation ne soit pas réglée d'une manière totale. S'il n'y a pas de plan A, il est tout à fait normal, il y a plan B et plan C. Mais dans le fond, c'est que le responsable numéro 1 qui doit prendre en main cette situation, qui doit juger, qui doit les enquêter, avec la coopération internationale, bien entendu. Amandine, c'est comme si quelqu'un vient de ta propre famille, dit que vous n'êtes pas en mesure d'éduquer vos propres enfants et va prendre vos enfants. Comment ça va se faire? S'il y a quelqu'un qui a besoin de vous aider, il va vous aider dans votre propre famille. Donc la famille rwandaise qui a connu cette tragédie, où les génocidaires s'est improvisé, où 1 million de Tutsis ont été tués, avec l'intervention de la communauté internationale, il faut tout récupérer les génocidaires, les garder dans leur propre pays, et puis ceux qui tentent de faire quelque chose, ils vont juger une personne par an, une personne dans une décennie, 3 décennies, 4 décennies. Sans nous les procès, mais il y a ceux qui ont commis le génocide, qui ne m'ont pas encore traqué. Il y a pas mal de choses qui n'est pas encore fait. Il faudrait plus ou moins coopérer et financer si tous les plans. C'est ça mon point de vue. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Il faut le faire parce que rien ne manque pour le faire, sauf la volonté politique, bien entendu, et d'autres les obstacles diplomatiques. Mais je pense que le Rwanda et les Rwandais et les amis du Rwanda continuent à œuvrer dans ce sens. Toujours sur le même ordre d'idées, votre confrère Maître Gisagala a parlé au début des principes de droit international qui expliquent cette situation, donc juger ou extrader. Là maintenant, j'aimerais vous poser la question de savoir si les procès sont une arme efficace contre le négationnisme. Parce que là maintenant, on va accepter, donc maintenant comment ça va, si vous appréciez ou si vous n'appréciez pas, là on met de côté, mais on dit aujourd'hui dans le contexte actuel. Qu'est-ce qui est comme un risque et comment relever le défi de ce problème de manipulation que vous avez évoqué à la base? Manipulation des témoins et aussi menace chez les victimes. Le procès, c'est une arme efficace, bien entendu.
pour lutter contre l'impunité, c'est une arme efficace pour la dissuasion, c'est une arme efficace pour garder la mémoire, c'est une arme efficace pour aboutir à une réconciliation nationale, c'est une arme efficace pour, je dirais, pour renforcer la résilience de tout un peuple. Oui. Donc, c'est ce que tu dis, que quand le procès n'est pas bien tenu, n'est pas bien rendu, et que tous les ingrédients ne sont pas remplis, bien entendu, c'est une occasion manquée. Oui, alors là, on va concrétiser, je vais renforcer, parce que vous venez de mentionner quelque chose de très important. On parle de procès. Si alors vous approuvez que le procès est une arme efficace, ça veut dire que là, on va amener alors les deux côtés. Il y a les victimes qui sont menacées, il y a les témoins, donc les témoins qui sont corrompus. Aujourd'hui, si c'est le cas qu'on a, quel conseil, que devrait être fait maintenant pour que les procès continuent malgré tous ces obstacles? Voilà, c'est bien entendu. Nous avons observé les cas de subordination des témoins, par exemple. Oui, s'il vous plaît. Les témoins qui sont insubordonnés, nous avons même des affaires lundi par le juge du tribunal pénal international pour le Rwanda. Si les collines, si plusieurs collines, il y a des subordinations des témoins. Il y a des camps d'intimidation, il y a un camp de manipulation, il y a un camp de frustration, il y a des camps d'exclusion. Si le témoin devient le clé principal de fournir des informations, des éléments de preuve en matière de génocide, c'est que le génocide rwandais, plutôt le génocide commis contre les Tutsis au Rwanda, a ses particularités, parce que la philosophie rwandaise, c'est une philosophie purement verbale. Voilà, le caractère, voilà, il n'a pas eu des écrits. Des réunions sont tenues sans archives. Des barrières ont été érigées, il n'y a pas des archives. Les Tutsis ont été tués sans archives. Donc l'élément caractérisé, le moteur des affaires dans le domaine du génocide, il n'y a que des procès, il n'y a que des témoins, il n'y a que des victimes. Alors, si des victimes sont menacées d'une manière ou d'une autre, il y a absolument, le moteur ne fonctionne pas. Et quand le moteur ne fonctionne pas, qu'est-ce que vous entendez de plus? Voilà, par exemple, je vous dirais dans une situation, même dans les affaires du génocide et d'autres crimes assimilés ou assimilés à l'idéologie du génocide, je vous donne par exemple. Dans 12 mois, oui. Pendant 12 mois, nous avons par exemple dans toutes les provinces, 3 provinces du pays, où par exemple, je vous donne un exemple et vous me direz ce qui va se passer. Nous avons, dans le district de Dongoma, nous avons une victime du génocide qui s'appelle Lwamungu Pauline. Lwamungu Pauline a été tuée le 13 novembre 2024. Karekezi Vincent a été tué le 17 août 2024. Uwimana Marthe a été tué le 15 août 2024. Hakizimana Ildefonse a été tué le 15 août 2024. Wabagira Christine, son fils, a été tué. Sibomana Emmanuel, dans le district de Rwamagana, a été tué le 13 décembre 2024. Yakare Yosaya a été tué le 10 août 2025. Béatrice Nyiranyamibwa a été tuée dans le district de Karongi dans le mois de juillet 2024. Nashamaj Enata a été tuée le 19 août 2024. Mukarwego Elisabeth a été tuée le 7 avril 2024. Tout ça, ce sont les rescapés du génocide qui viennent d'être tués aux seuls motifs qui sont les rescapés du génocide. Voilà.
ils sont les témoins potentiels de ce qui s'est passé. Quand on est rescapé, on est témoin potentiel de ce qui s'est passé. Dans ce genre de choses, sans on dit par exemple, ce sont des camps d'intimidation. Quand les gens sont intimidés, ils sont tués ou parce qu'ils connaissent la vérité, ou pour dire la vérité, ou pour des raisons idéologiques. Déjà, le moteur est paralysé. Dites tout ça, malgré les efforts consentis pendant 31 ans, les efforts que nous tous nous connaissons, les efforts d'unité et de réconciliation, les efforts de rebâtir la nation, les efforts de mettre en place les cadres juridiques et institutionnels, mais les camps de tueries, les camps de menaces, les camps d'intimidation et autres mauvaises pratiques de nature à intimider les victimes du génocide, et en l'occurrence les témoins du génocide, sont devenus monnaie courante. Voilà, c'est un impact. Et ça, je vous dirais par exemple, c'est tout simplement dans 2024, mais depuis 2000 jusqu'à nos jours, il y a des camps similaires, les mêmes pratiques et les mêmes théories. Ce qui s'est fait au Rwanda, et ça, ce sont les camps illustratifs. Oui. Vous imaginerez ce qui se passe, ceux qui sont connus, ceux qui ne sont pas connus, ce qui se fait ailleurs, dans les partis, dans d'autres pays, par exemple en Afrique, en Europe et ailleurs. Personne ne dirait qu'il n'y a pas de camps similaires, oui. Des cas d'intimidation et autres. Voilà, par exemple, ce que je vous dirais que... Oui, merci beaucoup. Alors là, maintenant, on est en train de parler de procès de crimes liés au génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Et c'est très important de parler de la justice et aussi de parler de la lutte contre l'impunité et le combat contre le négationnisme. On va écouter Maître Gisagala qui s'exprime sur le point de vue, qui partage son point de vue sur les pays. Est-ce que les pays qui ne jugent pas ou bien qui n'extradent pas, est-ce que ça, on les classe où? C'est quel genre? Est-ce que c'est un crime ou quoi? On écoute et on revient pour faire un commentaire, Maître Bayingana. Oui, pour les pays qui ont signé la Convention internationale de prévention et de répression du crime de génocide, le fait de ne pas extrader et de ne pas juger les personnes recherchées qui se trouvent sur leur territoire et qui sont soupçonnées de génocide et viole les obligations découlant de cette convention, notamment son article 1er qui fait une obligation générale de réprimer et de prévenir le génocide et de coopérer avec les juridictions internationales. Pour moi, c'est également une méconnaissance de l'article 6 de cette convention que j'ai cité tout à l'heure, qui donne la priorité aux pays dans lesquels le génocide a été commis pour juger les personnes poursuivies pour ce même génocide, ou à défaut les juridictions internationales. C'est une méconnaissance également de l'article 5, que j'ai également cité tout à l'heure, qui fait obligation aux pays signataires de mettre en place des dispositions légales et des mécanismes qui leur permettent de réprimer le génocide. Voilà, donc pour moi, c'est une méconnaissance de cette convention qui lie les pays qui l'ont signée. D'ailleurs, il n'est pas sans intérêt de rappeler qu'en 2007, la Serbie a été condamnée pour méconnaissance de cette convention internationale. C'est dans le cadre de l'affaire qui a été jugée par la justice internationale, CIG, de l'AE, l'affaire Bosnie-Herzégovine contre Serbie, dans laquelle la Serbie la responsabilité de la Serbie était recherchée pour avoir refusé de coopérer pour arrêter et juger des personnes recherchées pour leur rôle dans le génocide commis par les forces serbes en Bosnie. Et donc, la justice internationale a déjà dit que cette convention fait obligation à tous les pays. Il est fait une obligation positive de prévenir et de punir le génocide. Donc, le fait de ne pas le faire est une méconnaissance des dispositions de cette convention et il pourrait éventuellement amener à une condamnation par la Cour internationale de justice. Maître Bayingana, votre réaction sur le point de vue de Maître Gisagala? Voilà, ce qu'il vient d'évoquer, la responsabilité de la communauté internationale et des signataires des traités internationaux en matière, c'est le caractère du droit international public, c'est la responsabilité des États. Je pense que cette responsabilité a été remplie. Nous tenons à remercier d'abord
les pays qui ont extradé, les pays qui ont coopéré, les pays qui ont tout fait, sur tous les moyens pour avoir des procès de ce qui s'est passé, c'est un pas franchi. Bien entendu, il y a d'autres choses à faire et continuer à refaire, on va le faire. Les pays, je pense que la situation s'améliore, les relations s'améliorent, et que c'est un cas très important. Nous tenons également à remercier vivement le premier responsable qu'on a bien retenu, le premier responsable à juger, à geler la justice, le premier gestionnaire, c'est le gouvernement rwandais, qui a brièvement qui a fait son travail énorme, extraordinaire, parce que si ce n'était pas un gouvernement responsable, un gouvernement qui aime son peuple, je penserais qu'on n'aurait pas à cette situation en 2005, parce que tout a été fait, tout a été bien fait, et les camps isolés, bien entendu, nous savons très bien que ça va être traité et géré et maîtrisé. Nous tenons à cet appui incomparable du gouvernement rwandais, du ministère de la Justice et d'autres acteurs en matière de justice. Tout est fait et qu'il va falloir remercier bien entendu les gens, les Rwandais, les non-Rwandais qui ont contribué à son combat contre l'impunité, contre le négationnisme. Nous avons vu des étrangers qui ont témoigné devant plusieurs juridictions. Qui ont écrit même des livres. Qui ont écrit des livres sur la mémoire, sur la justice. Nous avons vu les gouvernements avec l'appui de justice et autres. Et les Rwandais, bien entendu, qui ne sont même pas rescapés du génocide, qui ont contribué à rendre la justice aux rescapés du génocide, même s'ils ont commis le génocide, mais qui ont accepté à être devenus des témoins du procureur. Tout ça, c'est un pas, c'est un bilan positif. C'est une situation à se réjouir. Nous remercions même les rescapés du génocide qui sont montrés résilients de ce qui s'est passé, qui continuaient à bâtir la nation et à coopérer d'autres communautés, d'autres composantes de la société rwandaise pour avoir un pays meilleur et avoir un pays qui a déraciné des idéologies génocidaires et d'autres méfaits de nature à détruire le pays. Donc, on a discuté le bilan négatif, mais il y a un bilan positif, inconsidérable, et nous continuons à travailler de manière positive, avoir des perspectives positives, et que c'est le devoir de tout un chacun de travailler à ce que l'impunité, le négationnisme soient bannis. Avant de vous laisser partir, quel message pourriez-vous donner, parce que c'est 31 ans, 30 ans, c'est une nouvelle génération. Quel message pourriez-vous donner à un jeune qui est en train de suivre notre émission en termes de l'encourager donc, dans son quotidien, de contribuer, de faire de cette responsabilité, de faire de ce devoir? Il y a la mémoire, mais aussi contribuer à la justice. Est-ce que les jeunes peuvent, comment est-ce que tout le monde peut contribuer à la justice? Tout le monde, chez les jeunes qui ont un leadership rwandais, vous avez donné un exemple d'un enfant de 12 ans. Voilà. Alors, même les moins jeunes, les adolescents, un message qui pourrait... Voilà, il faut que les jeunes sachent que il faut tout faire pour éviter de ne pas tomber dans le piège de l'idéologie du génocide. C'est ça les jeunes. Il faut qu'ils profitent d'avoir un bon pays, un pays où la discrimination, l'exclusion est bannie. Il faut profiter de cette situation et avoir esprit critique à ceux qui lisent, ils écoutent sur les médias de la haine. Il faut que les jeunes sachent ça. Ça, c'est important, les jeunes. Et puis, il faut que les jeunes comprennent que
le pays leur appartienne et que un bon pays inclusif, un pays avec une cohésion nationale, il faut travailler à cette cohésion nationale, il faut travailler à cette unité, à cette résilience et laisser d'à côté ce genre d'idéologie génocidaire qui coûterait les responsabilités d'une manière ou d'une autre parce que ce sont les actes incriminés, je dirais, qui sont punis. Il faut mettre à côté de cette situation. Je pense que même, on a vraiment observé que les jeunes comprennent très bien, surtout ici au Rwanda, mais à la diaspora, parce que vous avez évoqué le fait de manipuler, d'être manipulé. Un message pour lutter contre cette manipulation, parce qu'ici au Rwanda, je pense qu'il y a plusieurs programmes, en tout cas, tout va très bien, comme vous venez de le dire. Alors, en ce qui concerne la diaspora, parce que c'est peut-être ceux qui sont à l'étranger. Quand on parle des jeunes, ce n'est pas les jeunes rwandais, on parle aussi des jeunes africains. Africains, européens. Exactement. Voilà, parce que les amis du Rwanda. C'est un patrimoine international. Oui, voilà. Les amis du Rwanda, donc tous ceux qui vraiment sont liés à ce qui s'est passé. C'est une nouvelle génération. Quel message pourriez-vous leur adresser pour lutter contre la manipulation? Donc, les jeunes de la diaspora rwandaise, les jeunes africains, les jeunes européens, les jeunes asiatiques, partout. Parce que, comme vous le disiez, le génocide est un patrimoine mondial. Bien sûr, sur les Rwandais qui ont été tués, mais c'est un crime international. Crime contre l'humanité. Et c'est un crime contre l'humanité. Et l'humanité, c'est tout le monde. C'est être humain, c'est ce que ça veut dire. Il faut essayer de corriger les erreurs du passé. Donc, il faut corriger les erreurs du passé. C'est quoi les erreurs du passé? C'est le silence, hein? C'est la complicité, c'est la méfiance, c'est le mépris, c'est l'ignorance. Il faut corriger toutes ces erreurs. Essayer d'avoir un monde sans génocide et garder la mémoire de ce qui s'est passé. Parce que quand on garde la mémoire, c'est une façon de ne plus retomber dans cette erreur, dans cette tragédie. Mais les adultes de la communauté de la diaspora, bien entendu, il faut s'unir, il faut essayer de combattre, c'est ce qu'ils le font souvent, mais il faut le faire davantage, essayer de comprendre que les génocidaires, l'idéologie génocidaire, bien entendu, il est banni, mais c'est une idéologie qui est bannie, mais des fois, les génocidaires ne dorment pas, ce qu'on le disait. Donc, quand les génocidaires ne dorment pas, ceux qui luttent contre l'idéologie génocidaire non plus ne doivent pas dormir. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous tous qui étiez avec nous. On était en train de discuter autour des procès du génocide commis contre les Tutsis au Rwanda en 1994. On a parlé de la justice et comment donc elle contribue dans la lutte contre l'impunité et le combat contre le négationnisme. Vous étiez avec Amandine Ndikumasabo et on était aussi sur notre plateau avec Maître Bayingana. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie également. Je remercie la télévision rwandaise qui nous a invités dans cette émission. Oui, en tout cas, merci beaucoup. Je suis honoré de représenter mon organisation. Je pense que ceux qui ont suivi cette émission vont comprendre davantage, essayer de discuter, mais aller dans l'avant. Oui, merci beaucoup. On remercie également Maître Gisagara qui nous a éclairé sur le plan de l'Europe, la France, un bilan sur les procès. On revient la prochaine fois dans un autre numéro de Majuscule Propos. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.